batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Ouvrons cette édition à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, où la mise en service du bac moteur de Matadi et la réhabilitation du pont du Bongo lui préoccupent au plus haut point. Les députés provinciaux Diouf Manyanga se rendit à la division provinciale de l'Office des routes pour s'enquérir de la situation. Il a ensuite été reçu par les directeurs provinciaux de l'ARSP avant de visiter les locaux de l'inspection du travail. Cette série de rencontres s'est déroulée ce mardi 11 juin 2024. Reportage. Dans le cadre de ses prérogatives parlementaires, les députés provinciaux élus de la circonscription de Matadi, honorable Diouf Manyanga, a initié une série de consultations avec quelques autorités des services de l'État le mardi 11 juin 2024. Tout a commencé à la direction provinciale de l'Office des routes où il a été reçu par le chef de division technique, M. Mbadou Massiala Joachim, dans son cabinet de travail. Cet élu du peuple veut avoir l'idée sur les causes de la non-mise en service du bac moteur qui servait pour la traversée au port de Dibongo dans la commune de Matadi. Le pont du Bongo n'a pas été mis de côté. Toutes les informations lui ont été fournies sur place. À l'issue des échanges, ce mandateur du peuple a sollicité une note technique auprès de son interlocuteur. Nous sommes très ravis de recevoir l'honorable Diouf en ce jour parce que l'honorable vient avec des excellentes idées. Ce sont des idées géniales qui constituent le développement pour la ville de Matadi. Après cet échange, il s'est rendu sur place pour palper du doigt les réalités de cette infrastructure. Une initiative saluée par les habitants de cette partie de la ville. Nous n'avions jamais vu un député venir ici. Ils ne viennent que pendant la campagne électorale. Après cette période, nous sommes oubliés. Tout d'abord, merci. Je remercie l'honorable pour cette initiative. Palper du doigt l'état de ce pont pour sa rénovation est une évidence. Poursuivant sa mission, il a été reçu par les directeurs provinciaux de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP en sigle, Jean Tatine Zungani. L'honorable Diouf Manyanga a promis son apport aux représentants de cette structure provinciale qui lutte pour le respect de la loi sur la sous-traitance en RDC. Nous sommes doublement honorés. Nous sommes premièrement honorés de voir le tout premier député qui puisse franchir le pas de notre porte ici de la direction provinciale de l'ARSP au Congo central. Et doublement parce que, en deuxième lieu, l'honorable est un enfant de la sous-traitance. Il connaît les problèmes que nous rencontrons. Après l'ARSP, c'était le tour de l'inspection provinciale du travail. Palper du doigt les conditions de travail des inspecteurs et leur rôle de veiller à la bonne application du droit du travail a fait la toile de fond de cette rencontre. Toujours dans ce chapitre de la tournée du député provincial Diouf Manyanga, à l'issue de cette série de rencontres, cet élu de Matadi s'est exprimé. Il a dévoilé les mobiles de cette démarche. Il est au micro de Pacifique Mwanda et Ronsard Kondi. J'ai commencé avec l'office des routes. À chaque fois dans mon bureau, nous avons discuté sur les problèmes de l'embouteillage et les problèmes de ravitaillement de nos produits agricoles qui sortent de l'autre côté, qui actuellement se sont bloqués au niveau des pommes maraîchères qui prend beaucoup de temps. Et pourtant que nous avons notre bague qui ne fonctionne plus, c'est pourquoi je suis descendu au niveau de l'office des routes s'enquérir de cette situation. Et l'office des routes nous a démontré que le bac est en panne. Il va nous envoyer une autre technique pour comprendre de quoi demande ce bac qui est en panne, ainsi un devis
Je vais faire mes démarches auprès des exécutifs provinciales, très loin au niveau du DG de l'Office des routes, afin que les BAD puissent reprendre ses activités. Et en deuxième lieu, nous sommes passés par l'ARSP. L'ARSP, c'est l'autorité des régulations des sous-traitances privées. Là, je suis parti dans la partie emploi. Beaucoup des entreprises privées qui sont dans ma province utilisent la sous-traitance étrangère. Or, à travers une ordonnance du chef de l'État interdisant les sous-traitants étrangers dans le secteur privé. Et j'ai discuté avec l'EDP. Je vais accompagner cette autorité pour que ces entreprises puissent s'adhérer au cahier des charges congolais. Et en dernier lieu, je vais dépasser au niveau de la division, aujourd'hui la direction du travail. Nous avons discuté avec le CD qui est là parce que le directeur est empêché. J'ai reçu aussi certaines informations qu'ils ont ajouté l'effectif. Vous savez, à Matadi, on a toujours un problème d'emploi sur les contrats de travail. Et ils m'ont rassuré avec l'effectif actuel, ces problèmes seront résolus. Ces inspecteurs qui sont mis en place vont travailler pour l'intérêt de la population. Tout à fait autre chose dans ce journal, la célébration ce mercredi 12 juin 2024 de la journée mondiale contre le travail des enfants. L'objectif de la dite journée, c'est d'agir pour éliminer les pires formes de travail des enfants à travers le monde. À l'occasion de cette commémoration, Fallon Kenge et Logos Mabeno sont allés à la rencontre de quelques enfants travailleurs à Matadi. Suivez. Bien qu'interdit, le travail de l'enfant est un véritable défi pour de nombreux pays du monde. Cette commémoration du 25e anniversaire de l'adoption de la Convention numéro 138 de l'Organisation internationale du travail, c'est mercredi 12 juin, date marquant la Journée mondiale contre le travail des enfants, et l'occasion de rappeler à toutes parties prenantes l'impératif d'accélérer sa mise en œuvre ainsi que la fixation de l'âge minimum au travail. À en croire l'Organisation internationale du travail, 7 enfants sur 10 travaillent dans des exploitations agricoles et économiques, souvent pour une production locale destinée à leur propre famille. Par ailleurs, 10 millions d'enfants travaillent pour des entreprises occidentales et internationales. En République démocratique du Congo, l'exploitation des enfants au travail est plus observée dans le secteur des mines, les carrières de pierre, ainsi que dans des sites de déplacés aux zones de conflits et dans les lieux de négoce. Le Congo central n'est pas épargné. Dans les rues des grandes villes, cette catégorie d'enfants est visible. À Matadi, quelques-uns trouvés sur le terrain se sont exprimés. Nous sommes au restaurant de notre mère pour l'apporter de l'aide. Le matin, je me rends à l'école. Aujourd'hui, nous n'avons pas étudié. J'en ai profité pour venir travailler avec elle. Après ici, je me rends à la maison pour réviser mes notes. J'ai 14 ans. Je travaille dans ce garage depuis 6 mois et tout se passe bien. Je préfère travailler parce que je reste avec mes frères qui travaillent dans ce garage, parce que ma mère ne m'envoie pas à l'école. Si un jour l'opportunité se présentait, j'irai étudier. À l'occasion de cette journée mondiale, les Nations Unies appellent à une action nationale, régionale et internationale redynamisée pour mettre fin à l'exploitation des enfants au travail sous toutes ses formes. Située à plus de 20 km de la cité de Kinzamvouete, la cité de Sekebanda, chef-lieu du territoire qui porte le même nom, est dépourvue en eau. La borne fontaine récemment construite par un privé n'arrive pas à desservir le minage dans cette partie de la province. Les détails dans ces commentaires de Pacifique Mwanda. L'eau est une denrée rare à la cité de Sekebanda, chef-lieu du territoire qui porte le même nom. Nous sommes à la division unique du Bas-Fleuve, à plus de 20 km de la cité de Kinzamvouete. Cet attroupement de femmes en attente face à cette borne fontaine qui fait jaillir l'eau en petite quantité prouve la difficulté dont elles font face. Depuis la nuit des temps, la population locale de la cité de Sekebanda est dépourvue en eau, nous a confirmé l'une parmi elles. À l'en croire, la construction de cette borne fontaine a soulagé un peu, mais la problématique demeure, car elle n'a pas la capacité de desservir toute la cité. Soucieuse de leur épanouissement, elle sollicite l'implication des autorités pour une solution durable. Cette problématique nous indispose. Par manque de pression, l'eau jaillit en petite quantité. Nous attendons malgré tout.
Cette borne fontaine qu'on nous a construite ici n'arrive pas à desservir toute la cité de Sekebanza. Nous demandons au gouvernement provincial de nous venir en aide. Outre la problématique d'eau, l'état des routes laisse à désirer. Celle qui va de Kinza Mvwete jusque-là est dans un état de dégradation, a dit un motocycliste trouvé sur place. Sur le plan national, la première ministre Judith Suminwa et son gouvernement ont été investis par l'Assemblée nationale lors de la plénière tenue ce mardi 11 juin 2024. Suivez. Près de 10 jours après sa publication, le gouvernement souminois a été investi. C'était au cours de la plénière tenue au Palais du Peuple, siège de l'Assemblée nationale, dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 juin. Sur un total de 405 députés présents et qui ont participé au vote, 397 ont voté pour les programmes d'action du gouvernement et 8 se sont abstenus. Au vu du résultat du vote, l'Assemblée plénière adopte la motion portant approbation du programme du gouvernement. Par conséquent, l'Assemblée nationale investit le gouvernement de Mme Suminwa Tuluka Judith. Honorables députés et chers collègues, à présent, nous allons procéder solennellement à la signature de la motion portant approbation et investiture du gouvernement et à sa remise, la remise de la motion à Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Avant cette conclusion finale, les députés nationaux ont formulé des recommandations à la chef du gouvernement à l'issue de son exposé. Notons que le programme du gouvernement souminois a 6 piliers qui se déclinent en 52 axes stratégiques correspondant aux différents domaines économiques qui permettront d'accélérer les développements économiques et sociaux, notamment la création de plus d'emplois et la protection du pouvoir d'achat des ménages en stabilisant les taux d'échange, la protection du territoire national et la sécurité des populations et de leurs biens, ainsi que l'aménagement du territoire pour ne citer que cela. Débuté le mardi 11 juin à 11h, cette plénière d'investiture a pris fin ce mercredi 12 juin à 2h20. Dans l'actualité sportive, les comités exécutifs de la Ligue nationale de football féminin, l'INAF, a publié mardi 11 juin les programmes marquant les derniers virages de la 15e édition du championnat majeur dans la version féminine en République démocratique du Congo. Les commerces de la LINAF indiquent Lubumbashi comme site pour abriter les play-offs. Un commentaire de Rivantiala. La phase classique terminée depuis le dimanche 26 mai dernier, c'est le jeudi 20 juin, soit presque après un mois que débute l'étape de play-off de la Ligue nationale de football féminin tel qu'indiqué dans ce communiqué rendu public mercredi 11 juin, signé par Olive Kiloa et Solange Maïni, respectivement présidente et secrétaire nationale adjointe du comité exécutif de la LINAF. Dans la dite correspondance, on peut lire le chronogramme des activités avec des dates précises qui couvrent la suite des hostilités. Les clubs concernés par les play-offs doivent arriver lundi 17 juin à Lubumbashi, lieu où se jouera la compétition. Le tirage au sort en prévision des rencontres est fixé le jour suivant. Le démarrage pour le mardi 20 juin, la séance licence des équipes programmées mardi 25 juin. La date du dimanche 30 juin est celle qui marquera la fin de la phase des play-offs au terme de la finale qui mettra aux prises les 2 meilleures formations. Quant au squelette des play-offs, il affiche 3 dates à l'aller, autant au retour, en manche à élimination directe, avant d'atteindre la finale de la 15e édition de la Ligue nationale de football féminin. Les équipes en lice pour la dernière partie de l'édition sont le football club féminin Mazembe de Lubumbashi, Msichana également de la capitale du cuivre, le football club féminin Amani et le CSF Bikira de Kinshasa, l'AS Kabasha et le Daring club féminin Bweremana de Goma, le football club Tosepela de Mahagi, enfin le football club féminin Mukuba de Likasi.
Cette information sportive marque la fin de cette édition du journal. Au nom de toute l'équipe technique et rédactionnelle, nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne continuation sur ma bannière télévision. Au revoir, à la prochaine.